Fabien, c'est à toi. Alors, Bon, Stéphane. bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire ESS organisé par la ville de Rouen avec le soutien de la métropole Rouen-Normandie ainsi que l'ARDES, la CRES et l'ADRES, qui sont nos partenaires initiaux qui soutiennent qui nous aide à mettre en œuvre la politique ESS sur la ville. Bonsoir à toutes et à tous. Je parle des invités, je vais les présenter tout à l'heure. Bonsoir aux citoyennes et aux citoyens de Rouen et du monde, puisqu'on est sur Internet, donc tout le monde peut, s'il le souhaite et s'il a Internet, peut regarder ce webinaire qui s'est imposé à nous tous dans le contexte du Covid, puisque depuis 2014, nous organisons sur la ville de Rouen des rendez-vous réguliers autour de l'économie sociale et solidaire, puisque nous avons aussi décidé, notre majorité de l'époque, ainsi que la nouvelle majorité renouvelée en 2020, d'avoir une délégation à l'économie sociale et solidaire et donc de mettre en place une politique autour de cette thématique qui s'incarne donc par toute une série d'outils qu'on a mis en place. Et donc, notamment la semaine de l'ESS qui a été lancée depuis 2014 dans le cadre de ce mois de l'économie sociale et solidaire organisé par la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, dont il y a des représentants, bien entendu, ce soir. Et donc, nous voulons, dans le cadre d'une éducation populaire, nous voulons faire débattre et faire échanger les citoyens sur l'ESS et faire davantage connaître cette économie, puisqu'on a bien identifié qu'il y avait une question de visibilité pour l'économie sociale et solidaire. Et donc, nous n'avons pas pu faire les rendez-vous en présentiel en mairie. Donc, ce groupe de travail qui contribue à réaliser le contenu de cette semaine ESS a très vite décidé d'organiser ces webinaires. Et donc, nous nous sommes adaptés, c'est un peu la thématique de ce soir, puisque le fil rouge de ces 5 soirées de débat, c'est comment l'économie sociale et solidaire a pu être résiliente et continuer dans le contexte Covid à remplir sa mission avec des difficultés. Ils vont nous expliquer les difficultés auxquelles ils ont été confrontés et puis cette capacité d'inventer de nouvelles choses. Et donc aujourd'hui, c'est donc ce premier webinaire et bien entendu les jours suivants, le contexte COVID bien entendu sera évidemment présent, mais on a choisi quelques thématiques que je vous invite à regarder sur le site de la ville rouen.fr. Et donc ce soir, nous avons souhaité parler de l'économie sociale et solidaire et du Covid, avec la présence de plusieurs structures qui ont pignon sur rue sur la ville. Et donc, je salue la présence ce soir de Samuel Degentil qui va représenter Tout en vélo. Bonsoir Samuel. Simon Hugolin qui représente la Friche Lucien. L'association Ardes avec Julie Courtet et les Vagabonds de l'énergie avec Clément Bresciani.
Je salue la présence de Sileman Sow, mon collègue adjoint au maire en charge de l'économie, qui nous présentera aussi ce que la ville a mis en place pour soutenir ce secteur. Et nous accueillerons aussi Abdelkrim Marchani, qui est vice-président à la métropole, qui a un petit peu de retard, mais qui va nous rejoindre. Donc, j'attends l'arrivée éventuelle d'Arnaud Dalle pour Léo à table, qui était inscrit, et je pense qu'il va venir. Et s'il n'a pas pu venir, bien entendu, j'excuserai Arnaud, qui est un acteur bien connu de l'ESS sur la ville de Rouen. Je vais donc donner la parole à Samuel Degentil pour la SCOP, tout en vélo. Peut-être aussi de préciser, hein, je voulais le faire, je vais juste le rajouter avant de te donner la parole. Samuel, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est une longue histoire. Je ne refais pas l'historique, mais je vous renvoie à la loi du 31 juillet 2014 qui a précisé un certain nombre de choses sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire, hein. On peut parler de coopératives, de mutuelles, d'associations, de fondations. Ça peut aussi être des sociétés commerciales. Il faut qu'elles puissent prouver qu'elles ont une utilité sociale et un certain mode de fonctionnement. Et en tout cas, le point commun de toutes ces structures, c'est qu'elles n'ont pas d'actions en bourse et qu'elles réinvestissent dans le projet. Et donc, c'est un peu le cadre qui nous réunit tous. Et donc, je passe la parole à Samuel Degentil, qui a créé une SCOP. Je le laisserai en quelques mots expliquer ce qu'est une SCOP et de nous expliquer finalement, voilà, face au Covid, comment vous avez appréhendé cette période et quels ont été les besoins nouveaux que vous avez repérés et ce que vous avez mis en place. Donc, voilà, une intervention entre 5 et 10 minutes. Chacun pourra intervenir et bien entendu, les questions, on pourra évidemment en poser. Il faut donc, pour ceux qui maîtrisent l'outil Zoom, lever la petite main bleue ou poser des questions dans le chat. Et donc, je précise que notre débat, nos échanges sont en direct sur le site de la ville via la chaîne YouTube de la ville, rouen.fr. Samuel, je te donne la parole. Merci. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors du coup, moi je suis Samuel Degentil, je suis le gérant de la SCOP, la société coopérative Tout en Vélo Rouen. Donc rapidement, c'est une société qui fait de la livraison et du déménagement à vélo dans la ville de Rouen et alentour. Donc vous avez déjà dû croiser nos remorques, on a de grosses remorques noires qui se baladent en ville et qui transportent entre 150 et 300 kg de marchandises. Et l'idée, c'est de décarboner les transports, que ce soit les livraisons de colis, de fruits et légumes, de magasins locaux ou les déménagements. Donc, on est en coopérative. Une donnée importante, comme le précisait Stéphane, du coup, une coopérative, c'est un ensemble de personnes, c'est une société dont les salariés sont les associés. En fait, très concrètement, on est tous à terme dans la coopérative associés salariés, c'est-à-dire que participe aux grandes décisions, aux grandes orientations de la SCOP. Il y a une élection pour le ou les gérants et il y a une véritable démocratie interne qui est en place et la société n'est pas vendable en l'état. C'est-à-dire que les actions appartiennent à leurs salariés. Donc ça, c'est une donnée importante pour nous parce que ça nous permet aussi d'avoir une certaine pérennité dans le modèle et ça nous permet du coup, de fidéliser les salariés, de leur donner un plus, de leur permettre d'être associés et ça permet d'être à l'encontre des modèles. Enfin, on voit souvent beaucoup de livreurs à vélo, mais plutôt sous forme uberisée en général. Et du coup, l'idée d'une économie comme ça, c'est un peu de lutter contre Amazon ou Uber, par exemple, qui sont des grandes plateformes dont on veut éviter, on veut aller à l'encontre de ce modèle-là. Alors du coup, nous, face au Covid, le premier confinement, on a été arrêté quelques semaines. On a rapidement pu reprendre au moins la partie livraison, pas la partie déménagement. Donc on avait la chance, entre guillemets, de faire partie des métiers qui pouvaient continuer à exercer des métiers dits essentiels. Pas très reconnus financièrement, mais essentiels. Et du coup, on a pu continuer. On a mis en place sur le premier confinement des actions avec une autre société du réseau ESS qui s'appelle Alterno, par exemple, et du coup, on a mis en place des paniers de fruits et légumes de saison bio et locaux. On a développé
développé ça pour les particuliers. Dans les points relais sur lesquels on livrait, on a décalé ça chez les particuliers. Enfin, on a pu s'adapter. On a pu aussi commencer les livraisons avec des entreprises locales. Et là, sur le deuxième confinement, on a été aussi sollicité par pas mal d'entreprises locales sur justement cette idée même si les commerces étaient fermés, de pouvoir livrer des marchandises pour certains clients qui étaient intéressés. Du coup, on a discuté avec ça. Enfin, on voulait lancer un service comme ça un jour et du coup, ça a un peu précipité la chose. Pour donner un exemple, on a travaillé avec une librairie qui n'est pas très loin de l'hôtel de ville, ABC Bookshop. On a fait quelques livraisons pour ses clients. Enfin, voilà, ça peut être avec des fleuristes aussi. Enfin, il y a cette idée-là de participer à l'économie locale et de proposer une solution différente et qui s'adapte au contexte Covid. Donc voilà, nous, on a pu continuer l'activité, on arrive même à se développer, on a cette chance-là. On est dans la coopérative actuellement, on est 10 salariés. Et voilà, l'idée, c'est de perdurer sur des modèles. On sait que la situation économique risque d'être compliquée, enfin voilà, les commerces ont pu rouvrir heureusement, mais il y a quand même des besoins de livraison suite au contexte sanitaire. Et du coup, l'idée, nous, c'est de continuer à proposer des livraisons pour les particuliers et pour les entreprises, et de s'adapter à ça, voilà, toujours avec un modèle décarboné, en coopérative, et en étant en contact avec les acteurs locaux via les réseaux qu'on peut avoir, via l'adresse, via la CRES, enfin voilà, un peu tous les acteurs qui permettent de fonctionner en réseau et de s'entraider dans les moments difficiles, quoi. Voilà. Très bien, Samuel, merci à toi. Alors là, on est sur une entreprise ESS qui fait donc de la livraison à vélo, qui fait aussi des déménagements. Ça a pas mal fait parler au début quand vous êtes lancé, de constater que vous faisiez des déménagements avec des vélos, des grosses carrioles et que ça fonctionnait. Donc là, on est sur ce type d'activité. Mais l'économie sociale et solidaire, c'est évidemment très large et ça peut évidemment concerner tous les pans de la société et notamment la culture. Pour parler de ce qu'ils ont mis en place dans le cadre du contexte Covid, Simon Hugolin qui représente la Friche Lucien, un lieu j'allais dire la fiche, non, c'est la Friche Lucien, j'ai mal lu mes fiches. Et donc, c'est un lieu nouveau depuis quelques années qui a rencontré un vrai succès, qui est assez attendu, notamment par la jeunesse, et qui a évidemment été impacté par la période de confinement et qui a su inventer de nouvelles propositions dans le cadre de ce Covid. Et Simon, je te laisse la parole pour que tu nous expliques ce que vous avez fait. Alors, je crois que vous êtes une SCOP, c'est ça? Exactement, effectivement, comme Samuel est tout en vélo, on est une coopérative. Donc, merci d'avoir rappelé les valeurs de la coopérative qu'on partage totalement. Donc, moi, je suis associé co-gérant de la coopérative Atelier Lucien, donc qui s'est transformée, en fait, qui était une association juste avant le premier confinement, donc jusqu'à mars. Donc, on a eu la merveilleuse idée de se transformer en société en 2020. Donc voilà, donc on est aujourd'hui 8 salariés durant la saison basse, on va dire, parce que la Friche Lucien a une activité saisonnière et ouvre au printemps et ferme au début de l'automne, donc en fin septembre, début octobre. On est 8 toute l'année et on monte jusqu'à une quinzaine durant l'été normalement. Donc, on a eu une activité évidemment impactée de manière assez importante par le Covid, puisqu'on a eu déjà une ouverture décalée, différée de 2 mois. On devait ouvrir à Pâques, donc à cause du confinement, on a dû ouvrir que début juin. Mais ça nous a permis un peu de faire un reboot de notre projet. Donc, la Friche Lucien a été créée l'année dernière. Avant, on avait un autre festival qui s'appelait Parenthèse, donc qui a existé pendant 4 ans et qui a permis de poser les bases de ce lieu. Et ce lieu, il a vocation effectivement à être un point de rencontre pour différentes disciplines artistiques. Donc vraiment, on est basé sur la pluridisciplinarité. Et donc nous, on met en place un cadre dans lequel on va venir accueillir et faciliter
tout un tas d'autres alternatives, donc qui vont être aussi bien Alternativa pour le chapiteau des possibles, que les Vagabonds de l'énergie, par exemple, sont aussi présents ce soir, que à l'origine aussi des concerts, des boutiques aussi qui veulent se lancer, qui veulent tester leur activité, et tout ça fondé autour des circuits courts. Donc, on a un restaurant qui est labellisé Écotable, qui est une autre coopérative, cette fois-ci parisienne, et qui essaie de mettre en avant la restauration éthique, donc que ce soit humainement, dans l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement. Donc, on a un restaurant de ce type-là à la Friche. Et donc, tout ça compose un village qui demande qu'à être encore plus vivant. Donc, nous, la résilience, ça s'est principalement exprimé dans le fait que lors du premier confinement, on était en pleine phase de chantier. Donc, on venait de finir une assez importante levée de fonds. Donc, on avait emprunté pas mal d'argent pour construire cette nouvelle version de la friche qui se veut plus définitive. On sait désormais qu'on restera encore quelques nombreuses années là-bas. Donc, voilà, donc il y a eu un investissement assez conséquent. Donc, il y avait une pression, mais en même temps, le confinement est arrivé au bon moment. On n'a pas été coupé dans un projet qu'on ne pouvait plus adapter. Au contraire, on a eu cet impair pendant encore un moment où on pouvait vraiment s'adapter. Donc, on a adapté la programmation, évidemment. On a annulé très rapidement un certain nombre de dates. Enfin, on n'a pas annulé, d'ailleurs, on a reporté sur la saison 2021 un certain nombre de dates. Donc, la Friche Lucien, pour donner une ordre d'idée, c'est environ 300 artistes qui sont bookés et qui travaillent à la Friche chaque année, principalement de musique actuelle, mais aussi tout un tas d'autres types de disciplines. Donc, on a annulé dès le début une centaine d'artistes qu'on a reportés sur 2021. Et ensuite, dans la structure même du lieu, on a très vite compris qu'on ne pourrait pas tout de suite faire de concerts, de gros rassemblements. La Friche Lucien, c'est un endroit qui fait 4000 mètres carrés, donc qui normalement peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. C'est une jauge qu'on atteint 3-4 fois quand même dans l'année habituellement. Et donc, on savait que même si on allait rouvrir, on ne pourrait pas rouvrir avec une jauge aussi importante. Donc, on a misé sur le confort, sur les places assises. Donc, on entendait parler d'énormément de règles, de séparation de table, etc. Et on a compris quand même assez rapidement que notre lieu était, j'aime pas trop l'expression, mais c'est vrai, Covid compatible. Donc, on est en extérieur, on a beaucoup de place, on peut facilement créer des files d'attente, etc. Donc, en fait, dans cette crise, on a plutôt été parmi les chanceux parce qu'on a pu continuer notre activité et mine de rien, on a pu faire une très belle saison où on a pu sauver des événements culturels, où on a au moins essayé de les reporter. Donc, c'était à la fois frustrant, mais en même temps, on voyait que d'autres activités étaient bien plus impactées que la nôtre. Donc, au final, ça a permis au public de découvrir le lieu d'une autre manière, donc de ne plus venir uniquement pour un événement, mais de venir vivre le lieu. C'est quelque chose qu'on a essayé d'imposer, de démontrer pendant très longtemps. Et cette crise nous a permis, en fait, de forcer aussi cette compréhension chez nos visiteurs. Donc voilà, donc on ressort de cette crise en se disant que si bien sûr on arrive à la mettre derrière nous avant la saison prochaine, on en ressortira grandi parce qu'on arrivera, parce qu'on aura réussi à faire passer des messages et à faire vivre le lieu d'une manière différente. Donc ça, c'est plutôt positif. Cette crise, elle nous a aussi permis de nous rendre compte de la chance qu'on a d'évoluer dans le domaine de l'ESS, donc d'avoir un certain nombre de valeurs qui nous rendent fiers de faire ce qu'on fait. Donc, le fait de pouvoir travailler en circuit court et le fait de pouvoir flécher les rentrées d'argent de la friche. Donc, quand on choisit nos fournisseurs, quand on
Quand on choisit nos prestataires, on est fier de pouvoir travailler avec des entreprises locales et on est fier de comprendre l'impact que nos collaborations ont sur leur activité. Donc, très concrètement, effectivement, il y a tout un pan de l'événementiel qui s'est écroulé et qui s'écroule encore maintenant. Et, nous, on a souhaité maintenir nos locations de matériel, etc., parce qu'on a pu le faire, notamment de sonorisation de la scène de la friche. Mais on a compris que ça avait un fort impact aussi pour notre partenaire, notre prestataire son, qui nous suit depuis nos débuts, donc depuis 6 ans. Ça nous a on a vraiment ressenti une certaine solidarité quand même dans ce milieu, dans ce champ particulier de l'entrepreneuriat, parce que nous, on se définit vraiment comme des entrepreneurs, c'est ça qui nous intéresse, mais on ne voulait pas être des entrepreneurs, entre guillemets, qui font des choses dans le vent. En fait, on veut que nos actions aient du sens. Donc, notre leitmotiv, c'est d'abord de produire des artistes et ensuite de développer des activités. Ça va, je ne sais pas, du choix de mettre en avant des chips créés localement en Seine-Maritime, les chips 76 que je vous conseille, effectivement, comme je le disais, continuer de travailler avec notre prestataire son parce que c'est important pour lui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on savait, mais c'est quelque chose dont on a pris conscience vraiment pleinement durant cette crise. Et je pense que c'est quelque chose qu'on continuera forcément, qui est maintenant encore plus ancré dans notre ADN. Donc voilà, je pense que je vous ai dit. Tu as très bien expliqué que le secteur de l'économie sociale et solidaire était un acteur incontournable d'une économie locale. Et C'est ça. c'est fait évidemment partie de nos valeurs et ça fait partie de ce qu'on a souhaité au niveau de la ville de Rouen, contribuer à soutenir dès 2014. Il y avait déjà un travail qui était engagé précédemment, mais de l'accélérer, car ces structures locales, eh bien finalement, on se connaît et donc on a aussi, je pense, cette capacité de s'entraider en cas de difficulté parce qu'il y a des liens de travail qui ont été mis en place dans la proximité et finalement, ce sont ces liens de travail, des liens de collaboration, des liens de camaraderie, on peut dire, enfin de solidarité entre les structures, puisque c'est vrai que alors le SS n'est pas parfait, elle a aussi des défauts, mais on a dans ce secteur plutôt envie de coélaborer, de s'entraider plutôt que d'être dans la compétition les uns les autres. Et ce que tu as exprimé, effectivement, ce sont les valeurs de l'ESS qui existaient avant le Covid et qui ont peut-être permis à votre structure de rebondir un peu plus facilement et finalement de trouver des liens d'entraide. Et donc, c'est un bel exemple, je trouve, et cette volonté de favoriser, de contribuer à développer les circuits courts, c'était évidemment, et c'est toujours, alors j'ai dit c'était, il y a une raison, c'est qu'on a créé aussi le marché de l'économie sociale et solidaire avec cette volonté de valoriser les structures locales et bien entendu dans le contexte Covid, eh bien, nous avons annulé ce marché de l'économie sociale et solidaire, tout comme le marché de Noël de la ville, et Silemanso en parlera tout à l'heure. Et donc, je vais passer la parole à Julie Courtet pour l'association Ardès, qui est depuis plusieurs années cette association. On travaille avec elle pour mettre en place ce marché ESS qui donc en présentiel n'aura pas lieu, mais l'association Ardès a proposé autre chose. Il n'était pas question qu'il ne se passe rien du tout. Alors, ce n'est pas évidemment la même chose qu'un marché en présentiel, mais Julie va nous présenter ce qu'elle a proposé et que nous avons collectivement validé et elle va aussi nous expliquer les difficultés qu'ils ont rencontrées et les solutions qu'ils ont pu proposer. Julie, tu as la parole.
Merci. Alors, Julie Courtet de l'ARDES, donc ARDES pour Association régionale pour le développement de l'économie solidaire. Donc, effectivement, on agit sur toute la région. On est basé à Caen, mais on travaille avec la ville de Rouen depuis plusieurs années sur l'organisation de ce marché. Donc, les objectifs de ce marché sont tout d'abord de sensibiliser à d'autres modes de vie, de consommation et de production, mais aussi de créer la rencontre entre les habitants et les initiatives, et enfin de favoriser le sentiment d'appartenance au réseau de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'était l'année dernière une trentaine de structures qui étaient présentes sur le marché. Et effectivement, cette année, quand l'annonce du deuxième confinement s'est confirmée, on a proposé à la ville d'organiser ce marché sous forme virtuelle, en fait, d'une plateforme en ligne qui permettrait de toujours présenter ces structures. Alors oui, il y aura plus l'échange et la rencontre en direct, mais ça permet de donner une visibilité aux acteurs du territoire rouennais. Donc, ce sera regroupé sous différentes thématiques, que ce soit autour de l'alimentation, du lien social. On parlait aussi de la culture, de l'échange de savoir. Donc, il y aura une vingtaine de structures représentées sur cette plateforme. Et l'idée, c'est aussi de montrer que ces structures, donc, on peut les soutenir en mettant les liens vers leur campagne d'adhésion ou leur campagne de dons. Et également, on peut trouver leurs produits en ville, parce que les boutiques ont rouvert, et également sur des boutiques qu'elles ont créées en ligne, soit par Facebook, soit des boutiques virtuelles, etc. Donc, il y a, pour citer quelques exemples, la ressourcerie Résiste, comme la Biocoop de Rouen qui sera représentée, également l'atelier au fil du bois ou au fil conducteur. Donc, voilà, cette plateforme, elle a été accueillie positivement par les initiatives de l'économie sociale et solidaire, avec la volonté même ça a été soulevé comme question de la faire perdurer. Donc ça, on fera le point déjà fin décembre pour voir si elle continue. Mais c'est vraiment permettre de rendre visibles les alternatives et l'achat responsable en ces périodes de fin d'année. Voilà. Très bien, Julie. Alors, je profite de la fin de ton intervention pour préciser que dans le fil de discussion, pour ceux qui sont sur Zoom, à chaque fois que vous intervenez, et je veux les présenter à cette occasion, Fabien Grouzel, qui est directeur du service économique de la ville, et son collègue Daniel Corredor, qui travaille dans son service, qui sont un peu la régie de ces webinaires, vous envoie à chaque fois les liens des structures qui ont pris la parole, et ça correspond aussi à notre volonté de répondre à cette nécessité de visibilité. Peut-être y a-t-il des gens ce soir qui découvrent qu'il y a tout un secteur de l'économie sociale et solidaire qui est très présent sur l'ensemble du territoire et qui continue à œuvrer dans ce contexte difficile et Covid, comme beaucoup d'autres secteurs évidemment de l'économie. Et donc, pendant ce contexte Covid, je disais dans mon propos introductif, il était nécessaire de montrer que l'économie sociale et solidaire, ses acteurs engagés, étaient toujours mobilisés pour évoquer ce qui est un peu l'ADN de l'économie sociale et solidaire, c'est bien sûr la transition écologique et solidaire. Et je vais à ce propos passer la parole aux représentants des Vagabonds de l'énergie, Clément Bresciani, qui comme toutes les autres structures, a dû adapter l'activité de sa structure. Il l'expliquera quel type de structure, dans quel type de structure il évolue et ce qu'il a pu proposer. Alors, les Vagabonds de l'énergie travaillent autour de l'énergie, de la transition énergétique, et donc il va pouvoir nous expliquer ce qu'il a proposé pendant cette période de Covid. Clément, tu as la parole. Merci et bonsoir à tous et toutes. Donc Clément de l'association des Vagabonds de l'énergie. Donc on est aussi un acteur de l'économie sociale et solidaire. On est un organisme à but non lucratif. On intervient sur deux grandes thématiques principales que sont le voyage et l'ouverture sur le monde, le côté vagabond, et côté énergie qui va être plus le côté sensibilisation
de tous les publics, du jeune public, mais aussi du public adulte, du grand public, les familles, etc. Et on est une association qui a 10 ans, un peu plus de 10 ans, mais qui est plutôt jeune dans son aspect, son fonctionnement professionnel, dans le sens où, justement, 2020 devait être pour nous une année de transition où on devait mettre en place notre premier salariat. En l'occurrence, moi, alors je fais partie de l'association depuis assez longtemps et je m'en occupe. On est une équipe, évidemment, mais je m'en occupe beaucoup. Et donc là, j'étais en transition cette année pour devenir salarié. On se base sur des activités de prestation avec les établissements scolaires, souvent via des collectivités, mais aussi auprès d'autres publics comme des associations. Donc évidemment, alors on se base aussi sur quelques subventions, mais évidemment, on était assez dépendant quand même de notre activité, de nos interventions. Et donc, comme nos deux thématiques sont d'aller vers les gens pour faire de la sensibilisation et l'ouverture sur le monde à travers le voyage, évidemment, le Covid nous a un peu impacté. On a été un peu freiné dans notre élan. Donc, il a fallu qu'on réagisse, mais par chance, le salariat n'était pas encore entamé, donc on a pu le décaler et on a fait tout ce qu'on pouvait pour conserver quand même quelques actions dans l'année, en transformer certaines, etc. Donc, on a quand même pas mal de choses d'annulées, les actions qui concernaient des interventions sur des festivals, par exemple, ou des tables rondes, des projections de films, tout ça qui était prévu et qui n'ont pas pu évidemment se faire. Mais on est intervenu plusieurs fois. Alors, on a par exemple organisé, voilà, vous avez l'image là, donc quelques illustrations. Le Festival des Virées Alternatives qui a eu lieu à la Friche Lucien, donc au mois de septembre, du 18 au 20 septembre, on se rend compte, un bol incroyable de pouvoir le faire hein, quand on voit la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et pour le coup, nous, on n'a pas tellement réinventé grand-chose. C'est plutôt la Friche Lucien qui a fait un super boulot. Et donc, je remercie Simon, je profite qu'il est là pour le remercier encore, parce que c'est grâce au boulot de la Friche que le festival a pu avoir lieu et on leur a fait entièrement confiance et on a suivi le protocole sanitaire qu'ils nous ont imposé et qui était imposé sur le lieu. Et ce qui a permis, vous le voyez, d'avoir quand même des choses qui se passent avec du public. Et, et voilà, moi, c'est une réflexion que je voulais amener dans cette discussion ce soir. On est en train de rendre plein de choses virtuelles et c'est intéressant parce qu'on se réinvente avec de nouveaux outils. Ça permet d'ouvrir de nouvelles portes. Et par exemple, ce soir, on se rend compte qu'il y a quand même du monde connecté à cette conférence, etc. Mais je voudrais quand même rappeler, parce que nous, c'est vraiment notre cœur d'activité, que le virtuel ne remplace pas le réel et qu'il ne faut pas qu'on s'en contente. C'est selon moi un risque qu'on a dans cette période, et notamment sur des questions de sensibilisation et d'éducation, quand on voit toutes les initiatives qui sont prises avec l'éducation nationale et l'enseignement à distance. Il y a un gros danger aussi avec cette pratique-là, qui est de créer, enfin on les connaît, elles ont été beaucoup relatées dans les médias, mais qui est de créer de gros écarts sociaux, qui est de laisser des personnes à l'écart, etc. Et donc voilà, dans notre réinvention du quotidien, c'est important qu'on prenne en compte cet élément, je pense, qui me paraît primordial. Et donc aujourd'hui, notre façon de nous réinventer, enfin de continuer en fait dans notre dynamique, c'est de faire des actions en ligne, parce qu'on voit quand même qu'effectivement c'est une opportunité à saisir et qu'on est sur un virage à ce niveau-là. Donc là, par exemple, on est en train de préparer avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse une série d'interventions et d'échanges entre deux communes en transition, une en France et une en Allemagne, donc une que vous connaissez sans doute qui s'appelle Maloney, à côté de Rouen, et qui est une commune exemplaire au niveau national sur ses actions liées à la transition énergétique, et une commune qui s'appelle Sarrebek en Allemagne et qui est aussi très, très, très avancée sur ce sujet-là, avec un grand éco-parc qui produit à peu près 400% de leur consommation d'énergie. Et donc, on va mettre en place une série d'interventions en ligne qui permettront de conserver cette ouverture au monde qui nous paraît essentielle, et surtout maintenant, voilà, par exemple. Et puis, à côté, nous, nos actions de sensibilisation, elles vont se diriger principalement sur des actions en extérieur, autant que possible. Donc, on a développé cette année un outil pour ça, qui est un four solaire installé sur une remorque qui permet de faire tout un tas d'animations, mais en extérieur, donc dans un contexte sanitaire compliqué, c'est un peu plus facile à gérer, et des actions en petits groupes. Nous, on se revendique du secteur de l'éducation populaire, c'est-à-dire l'éducation qui va être complémentaire
à l'éducation nationale, qui ne concerne pas que les jeunes, qui concerne tout le monde, et qui a tendance à aller vers des formats de partage qui sont assez intéressants parce qu'ils se veulent inclusifs, participatifs au maximum. Et en fait, je trouve ça assez intéressant, c'est que l'éducation populaire et les pratiques que nous, on a envie de mettre en avant, elles concernent en fait plutôt des petits groupes. Et c'est ce que montre l'éducation populaire, c'est que c'est par des petits groupes et par la prise d'initiative, la prise de parole et la participation et l'inclusion qu'on arrive à faire évoluer une société ensemble et en tout cas qu'on arrive à sensibiliser des groupes et à pas juste être dans une transmission de savoir, mais dans un échange et une construction commune. Et donc, en fait, ce n'est pas forcément les grands rassemblements qui sont le moteur de l'éducation et de la sensibilisation. Donc, on a envie, nous, de profiter de cette période-là pour continuer à mettre en avant ces formules qui sont, moi non plus, j'aime pas le terme, mais qui marchent bien covido-compatibles, mais qui, à la fois, ont un réel intérêt aussi de partage et de sensibilisation. Plutôt que de faire des grands messes où il y a des centaines de personnes, on a aussi tout intérêt à développer ce genre d'action de proximité avec des petits groupes. Voilà. Donc moi, c'est un peu la réflexion que je voulais amener. Voilà, le numérique, c'est bien, mais attention, d'un point de vue social, à ce que ça peut amener. Attention, évidemment, aussi d'un point de vue environnemental. Hein, l'impact de la vidéo est juste énorme et représente plus des 2/3 de tout l'impact d'Internet. Et aujourd'hui, on est en train de faire exploser ce chiffre complètement. Donc, il faut aussi garder une certaine mesure et il va falloir à l'avenir, je pense, qu'on trouve un équilibre entre des événements à distance, des événements en présentiel, parce que d'un autre côté, c'est aussi très intéressant d'avoir ce développement du télétravail qui se met en place et qui est indispensable dans certains cas, mais qui a évidemment ses limites. Voilà. Merci voilà donc ce que je voulais raconter. Très bien, merci à toi Clément. Je signale bien entendu que il y a évidemment un temps d'échange et de débat ensuite, donc vous pouvez d'ores et déjà préparer vos interventions, vos questions, enfin ce que vous avez envie de dire dans le cadre de ce débat, puisque nous sommes, comme tu l'as dit Clément, dans cette démarche d'éducation populaire et donc comme toi évidemment nous avons décidé de faire vivre cette semaine de l'ESS via les outils de communication qu'on a appris à utiliser toutes et tous pour garder ce lien avec nos amis, avec notre famille, mais aussi avec les citoyens. Mais bien entendu, nous espérons tous pouvoir un jour revenir à une vie normale. Ce que nous vivons ne l'est évidemment pas tout à fait, même si, bien entendu, on n'est quand même pas tout à fait certain que une fois maîtrisé, cela ne se reproduise pas, puisque c'est aussi les conséquences d'une certaine utilisation de la planète qui crée ce type de virus. Donc, souhaitons un retour à la normale, mais bien entendu, soyons aussi en capacité de maintenir les liens, au moins via ces outils-là, mais rien ne remplacera le bisou, le verre qu'on peut évidemment partager avec les amis. Et on souhaite tous, bien entendu, que ça dure le moins possible. Et donc, je vais passer la parole à Sileman So, qui est adjoint à l'économie et au commerce, qui, comme nous tous, a été confronté à toute une série d'annulations, de choses qui avaient été préparées, donc avec la nécessité de proposer autre chose dans le contexte Covid. Et donc, bien entendu, de soutenir les entreprises et les entreprises de l'ESS et de proposer évidemment des alternatives à ce qui avait été mis en place. Je pense notamment au marché de Noël. Et donc, je te passe la parole, Sileman. Merci Stéphane. Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour ce qui est pour moi une première dans ces journées de l'ESS. Je suis nouvellement élu, c'est ma première participation, je suis vraiment très heureux. Je voulais remercier les services de la ville, je voulais remercier Stéphane pour avoir fait autant du judo, avoir été résilient pour le coup, puisque effectivement les contraintes sanitaires ont fait que tout le programme qui était riche, qui était proposé, a dû être complètement chamboulé compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire. Et donc je suis très heureux que ces journées de l'ESS puissent se tenir.
Je vais me présenter peut-être parce que je suis donc le nouvel adjoint au commerce, à l'économie et à l'attractivité. Finalement, après le travail qui a été fait, tout le travail en matière de SS par Stéphane dans la précédente mandature, et son souhait aussi de voir intégrer l'ESS dans ce qu'on appelle la vraie économie, parce que l'ESS, c'est évidemment pas seulement de l'insertion, des circuits courts, du lien social, c'est aussi de la vraie économie. Et donc, c'est tout le sens de la proposition de Stéphane, là, dans cette nouvelle organisation. Et donc, la délégation qu'a organisée monsieur le maire Nicolas Marieur-Rossignol est d'intégrer l'ESS dans ce qu'on appelle la vraie économie. Alors, cette économie sociale et solidaire, cette économie, elle a été confrontée effectivement à la Covid très très vite, au début de l'année 2020. Et la question qui s'est rapidement posée à la ville, c'est comment on pouvait aider, comment on pouvait accompagner les entreprises, les associations, les coopératives de l'économie sociale et solidaire à traverser cette crise. Et j'espère que tu seras entendu, Stéphane. Moi aussi, j'espère pouvoir reprendre des apéros en présentiel, pouvoir à nouveau faire des bises et pouvoir renouveler ce lien qu'on aime tant. J'espère que tu seras entendu et puis à brève échéance, on le souhaite tous. Donc, qu'a fait la ville, je dirais, pour accompagner les entreprises et les associations de l'économie sociale et solidaire, au même titre que ce qu'on appelle le secteur marchand, c'est d'essayer là où on pouvait, parce qu'encore une fois, au niveau de la ville, malheureusement, on n'a pas tous les leviers, mais les actions qu'on a pu entreprendre, c'est aider les entreprises, les associations de l'ESS sur tout ce qui est occupation du domaine public, on va dire, de manière très large. Évidemment sur quelque chose qui pèse, sur la trésorerie des entreprises et des associations de l'ESS. C'est le loyer, tout simplement. C'est un poste de charge qui est très, très important. Et puis, peut-être aussi quelque chose sur les alternatives au marché, aux différents marchés qu'on prévoit les uns et les autres sur les fins d'année et qui, compte tenu, encore une fois, de la situation sanitaire, n'ont pas pu avoir lieu. Alors, dans un premier temps, dès le premier conseil municipal, je dirais effectif, où on a pris des délibérations, donc le 10 juillet 2020, notre conseil municipal, il faut le souligner quand même, à l'unanimité, donc c'était sur tous les bancs, le conseil municipal a adopté une mesure qui équivaut à une gratuité de 2 mois de loyer pour les associations et les entreprises d'ailleurs, sans aucune distinction de savoir si c'est de l'ESS ou pas de l'ESS, mais il y avait évidemment des entreprises de l'ESS, donc 2 mois de franchise de loyer pour toutes les associations, entreprises, SCOP, locataires, donc de locaux en propriété de la ville de Rouen. Alors, on pourrait dire que c'est à la marge, mais en fait, il y a quand même des acteurs de l'ESS qui en ont bénéficié. C'est le droit de terrasse, puisqu'on a fait une gratuité sur le droit de terrasse, et notamment les acteurs de l'ESS dans le domaine, on va dire, de la gastronomie, de l'alimentation, de la restauration, ont bénéficié aussi d'une gratuité de leur terrasse, leur droit de terrasse. Ça peut parfois être pour des montants importants. Et puis, on a autorisé aussi une extension de la terrasse habituelle, gratuite, jusqu'au 31 octobre. Et puis, on a prolongé depuis jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour tous ces opérateurs de l'ESS, en tout cas dans la mesure des moyens de la ville, puisque, je l'ai dit, la ville n'est pas évidemment propriétaire de beaucoup de locaux. Mais ça nous a permis quand même, j'avais une liste, là je ne vais pas citer de nom, mais par exemple, pour ceux qui connaissent Rouen, l'immeuble Alpha, par exemple, qui est sur les Hauts de Rouen, il accueille quand même beaucoup d'opérateurs de l'ESS. Donc, cette mesure de gratuité des loyers, elle a quand même été vraiment un ballon d'oxygène. Donc là, c'est quasiment dans la foulée du déconfinement de l'été. Et puis, malheureusement, on est bien placés toutes et tous là, pour savoir qu'on a subi la deuxième vague avec ce deuxième confinement. Et donc, très, très vite, là, je parle du conseil municipal du 12 novembre dernier, on a été amené à réitérer et à reprendre un deuxième train de mesures sur
les loyers notamment. Et là, pour le coup, on a ciblé les associations uniquement. C'est-à-dire que l'aide au loyer au niveau ville, elle a vraiment été ciblée sur les associations qui étaient des locataires et qui sont toujours des locataires de la ville. Donc en résumé, l'aide au loyer, elle couvre 4 mois. Donc en fait, on excède les durées totales de confinement. On va un petit peu plus loin que les durées totales de confinement pour vraiment neutraliser 4 mois de loyer au total sur l'année 2020. Et puis, je le disais tout à l'heure, il y a une taxe un petit peu avec un nom un peu ardu qui s'appelle la TLPE. Mais pour faire très simple, on a exonéré les droits de terrasse et les droits d'enseigne pour un certain nombre d'opérateurs de l'ESS. Et là encore, ça peut être des montants qui sont considérables. Donc là, c'est l'aide qu'on pouvait faire sur un plan financier, essayer d'aider dans le cadre de la trésorerie des opérateurs de l'ESS. Donc en résumé, on a une gratuité de 4 mois de loyer pour les associations et les opérateurs de l'ESS. On est passé à 10 mois de gratuité sur le droit de terrasse concernant les opérateurs de l'ESS qui disposent d'une terrasse. Et enfin, on a fait, 2 mois de gratuité sur les enseignes. Je voulais vous parler aussi d'un aspect qui est le marché, les marchés de fin d'année. Stéphane organise ça depuis de nombreuses années avec un certain nombre d'autres opérateurs. Il vous l'a dit à l'instant, les conditions sanitaires ont empêché la tenue d'un marché de l'ESS en termes physiques, je dirais. J'ai vu que l'ARDES avait développé un certain nombre de solutions. Sur le secteur marchand, c'est-à-dire le marché de Noël, les restrictions sanitaires nous ont vraiment interdit de fait d'organiser ce marché. C'était devenu quasiment impossible. Donc il a été annulé par la société qui organise ce marché. Et dans ce cadre du marché de Noël, on avait prévu de réserver des places aux opérateurs de l'ESS. Donc à partir du moment où on a annulé le marché de Noël, évidemment, on n'a pas pu proposer ces places. On est en train d'essayer de développer une solution alternative et d'essayer pour les associations et les entreprises de l'ESS qui le souhaitent, d'avoir tout de même une présence sur un marché qu'on appelle le marché des créateurs. On a déjà fait une place à une association qui s'appelle Terre d'Afrique, pour ceux qui la connaissent. Et donc là, je lance un appel. S'il y avait besoin, je dirais, de pouvoir fonctionner, je dirais, et de se faire une place sur les marchés de fin d'année pour les acteurs de l'ESS, on est en mesure, vous pouvez contacter Stéphane, on en a parlé tout à l'heure, de proposer des places sur un marché qui sera virtuel, évidemment, qui ne sera pas physique, sur une plateforme que l'on est en train de créer, qui sera opérationnelle dès ce vendredi, et qui est une plateforme collaborative et complètement gratuite, et qui permet d'avoir cette présence pour celles et ceux qui la connaissent. C'est la plateforme fermescourses.fr, donc qui est un opérateur qui est très simple et qui permet d'avoir une présence sur Internet et d'essayer de pallier peut-être à cette absence du marché de l'ESS. Enfin, je voulais vous dire aussi un mot sur une aide économique qui concerne pleinement les acteurs de l'ESS. À compter de demain, la ville et l'Office du commerce et de l'artisanat de Rouen s'allient pour créer du pouvoir d'achat pour les Rouennaises et les Rouennais et créer aussi des ressources pour les opérateurs économiques rouennais par le biais d'un jeu qui s'appelle le calendrier de l'avant-Noël, avec des sommes un peu importantes qui sont à gagner dès demain et jusqu'au 24 décembre. Et ces bons d'achat à destination des Rouennaises et Rouennais seront dépensables uniquement auprès des opérateurs de l'ESS, des commerces et des artisans rouennais. Et pour pouvoir participer, c'est-à-dire accepter les bons d'achat, il faut s'inscrire sur un site qui est le site de la ville. Et donc, je vous invite, toutes et tous, opérateurs de l'ESS, à participer à ce grand jeu de l'Avent, pour pouvoir bénéficier aussi de ce qui est une aide directement au commerce local, à l'ESS local, pour essayer de relancer un peu la machine, parce qu'évidemment,
ces confinements successifs pèsent beaucoup sur les trésoreries et sur l'activité des acteurs de l'ESS. Voilà les quelques mots que je voulais vous partager ce soir au cours de cette première édition, en tout cas cette première soirée des Journées de l'ESS. Merci à toi, Siléman. Effectivement, le soutien, hein, je pense, des institutions est particulièrement important. C'est notre travail aussi d'élus dans un cadre et dans un objectif d'intérêt général d'essayer aussi de nous mobiliser et de s'adapter aussi aux urgences et aux situations. On le fait à Rouen, rien n'est parfait, mais il y a quand même une série de choses qui a été faite. On le fait bien entendu aussi à l'échelle de la métropole, où il y a également une politique en direction de l'économie sociale et solidaire, puisque Nicolas Meyer-Rossignol m'a confié aussi, c'est la nouveauté pour 2020 dans le cadre de l'ESS, m'a confié aussi cette délégation au niveau de la métropole. Et donc, je donne la parole à Abdelkrim Marchani, qui est vice-président chargé de l'économie et qui, comme son collègue Siléman Sow, a mis en place, et la métropole a mis en place toute une série d'aides et mobilisé de l'argent public pour soutenir le secteur économique en grande difficulté. Et donc, je te passe la parole à Abdelkrim. Merci Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très content d'être avec vous ce soir. Je suis très content parce que, un peu comme Siléman, c'est mon premier mandat. Moi, je suis, un peu comme beaucoup d'entre vous, issu de la société civile. Hein. Avant de m'engager politiquement, j'ai fait plus de 20 ans d'engagement associatif et j'ai beaucoup tourné autour des entreprises sociales et solidaires. Alors, peut-être certains d'entre vous le connaissent et d'autres pas beaucoup. Toujours est-il que c'est une fierté d'être avec vous, mais ce qui est intéressant dans ce qui a été dit, alors moi je suis arrivé en retard et je m'en excuse, donc j'ai juste eu la chance d'écouter Clément Bresciani, il m'excusera si j'écorche le nom, mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, elle a une dimension purement vraiment économique. C'est-à-dire que c'est plus un truc en plus, un truc fait par des bobos dans un coin. C'est qu'il y a une prise de conscience sur l'utilité de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est important. Ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça que au niveau de la métropole, c'est quelque chose qui existait avant, donc je ne m'en prends absolument pas la pérennité là-dessus, mais sur les aides, il y a des aides qui existaient avant la crise. Je parle du dispositif dynamique immobilier ou location sur l'économie sociale et solidaire. Donc, je ne sais pas si c'est des dispositifs que vous connaissez, mais c'est des dispositifs qui vous aident soit sur un projet foncier, immobilier ou de construction neuve ou d'extension, donc qui peut monter jusqu'à 2,5 voire à 10% du projet. Et de l'autre côté, vous avez aussi le dispositif dynamique location, donc qui peut prendre pour les TPE, PME jusqu'à 10, 20, 30% sans dépasser 200 000 euros. Donc ça, c'est des dispositifs qui me paraissent importants, que les équipes de la métropole m'ont passé et qui sont existants. Alors, sauf si je ne dis pas trop de bêtises, ils sont encore utilisables. Et après, il y a les dispositifs qu'on a mis en place, effectivement, tu as raison Stéphane, sur l'accompagnement aux entreprises durant cette période-là, période compliquée qui nécessite que les pouvoirs publics permettent aux entreprises et donc aussi aux entreprises sociales et solidaires de pouvoir garder la tête au-dessus de l'eau pour passer cette crise et réussir. Donc, je sais que vous avez parlé beaucoup de résilience et que vous faites partie de ces entreprises qui, elles, sont en capacité et l'ont prouvé d'une meilleure résilience que d'autres modèles économiques. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, juste sur revenir sur le modèle économique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus à prouver. Toujours est-il, je vais être court pour qu'on puisse échanger. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir votre point de vue. Est-ce que vous attendez de la métropole sur cet aspect-là? Je rappelle, hein, Stéphane l'a dit, mais je le répète, c'est avec Stéphane qu'on travaillera sur ce sujet et on est en phase sur une chose, c'est que l'économie sociale et solidaire, elle n'a j'allais dire, de pérennité que si elle a un vrai modèle économique. Et là-dessus, nous, on souhaite pouvoir vous accompagner sur ce modèle économique. Et pour le faire, je sais que Rouen, avec le travail que Stéphane a déjà fait sur le mandat précédent,
et plutôt on avance, mais on a un besoin de mettre aussi les autres villes de la métropole sur la même longueur d'onde que peut-être Rouen. Et c'est là-dessus que je pense que portera une des actions qui sera faite sur le mandat. Je ne vais pas plus loin parce que l'idée, c'est que je préfère prendre des questions. Non, je ne sais pas combien on est 31 personnes. Donc, je préfère qu'on puisse échanger. Et si jamais vous m'interpellez sur telle ou telle chose de la métropole, je suis vraiment preneur. Voilà. Merci Abdelkrim. Alors, nous sommes 31 personnes sur Zoom, mais nous sommes aussi diffusés sur la chaîne YouTube via le site internet de la ville. Nous sommes peut-être beaucoup plus ce soir et évidemment cet échange, ce débat, cette discussion sera enregistrée et donc mis en ligne par la suite sur le site internet de la ville. Alors on a évidemment dans tout notre propos montré que l'économie sociale et solidaire avait cette capacité de résilience, même si évidemment ça reste difficile. Hein, et donc, mais je pense effectivement que c'est lié à la culture d'une économie qui va dans des secteurs qui n'intéressent pas nécessairement l'économie, on va dire les mots capitaliste, libérale, parce que c'est jugé pas assez rentable. Et donc, l'ESS, évidemment, est un peu un fer de lance. Elle va dans des secteurs qui intéressent moins. Mais, et tu l'as dit, Abdelkrim, il y a évidemment nécessité de trouver un modèle économique, car il n'y a pas de scandale, moi je le dis depuis 2014, à ce que les structures fassent de l'argent au sens noble du terme. Alors s'il y a une noblesse là-dedans, c'est que cet argent est réinvesti dans le projet, dans les salariés, avec l'intention de répondre aux problématiques qui ont été soulevées et d'être en capacité d'apporter ces nouvelles réponses dans ce secteur économique. Et donc, bien entendu, les aides proposées sont évidemment utiles, nécessaires et évidemment, nous sommes évidemment ouverts à la critique aussi. Hein. Il y a des choses qui ont été mises en place, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, l'évaluation, c'est pour tout le monde, y compris évidemment pour les institutions, puisque l'objectif, c'est de répondre toujours mieux aux problématiques qui sont soulevées. Et donc, il y a peut-être une nécessité de parler davantage finalement de ce secteur ESS. En tout cas, moi, j'en suis absolument convaincu. Et donc, profitons-en que nous sommes réunis pour poser des questions et pour échanger sur la place de l'ESS dans l'économie et dans nos vies. Je vois là Laure qui pose une question dans le chat. Quid d'un temps d'information, de formation pour les nouveaux élus des villes? Laure, si tu veux prendre la parole pour développer ta question, même si les propos sont clairs, mais je sais que tu peux expliquer davantage. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai qu'avec les élections, on voit arriver un ensemble de nouveaux élus. On sait qu'on a une difficulté récurrente, hein, qui est propre à tous les territoires, sur la question de la difficulté de la transversalité dans les collectivités territoriales. Et du coup, pour nous, à la fois cet enjeu, mais cette difficulté pour l'ESS qui est transversale aux compétences des collectivités, parce que l'ESS, c'est l'éducation. On l'a évoqué avec notamment tout le volet sur l'éducation populaire, mais c'est la culture, le sport, les loisirs, mais c'est aussi de l'économie, et avant tout de l'économie, de l'intérêt général. Et de fait, on voit l'importance à un moment donné, peut-être d'impulser des espaces d'information, sensibilisation, promotion, voire formation, achat public responsable et autres. Il y a des vrais enjeux que souvent les élus méconnaissent, mais parce qu'ils ne peuvent pas tout connaître, évidemment. On connaît la complexité aussi des missions pour un élu. Et il y a peut-être un espace à insuffler par un territoire métropolitain. Alors là, j'espace un petit peu la ville, et comme j'entendais en effet que Rouen pouvait être un exemple pour les autres villes du territoire, je pense qu'il y a une vraie plus-value. Et moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir notamment de travailler sur Elbeuf. Et
je mesure tout l'intérêt de cette appropriation. Dès qu'un élu porte un sujet, tout de suite, ça change les choses. Voilà. Merci, merci Laure. Alors, je vois… Stéphane, oui, excuse-moi parce que tu les connais tous, mais je ne connais pas Laure. Est-ce que Laure pourrait juste… J'allais le faire. Donc, Laure, bien sûr. Présente-toi. Oui, je vous prie de m'excuser. Laure Drège, je suis responsable du développement économique et des territoires à la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Merci Laure, qui évidemment connaît bien le sujet. Je vois dans le fil là qu'il y a une question que Sophie Courtois, qui représente la ressourcerie Résiste, voudrait prendre la parole. Et j'ai après Sophie moi-même une question à poser dans ce débat. Sophie, tu as la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, directrice de la ressourcerie Résiste, implantée sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie, une jolie entreprise qui existe depuis 5 ans et qui, au jour d'aujourd'hui, a 20 salariés. Donc, oui, on est vraiment des acteurs de l'économie, on crée des emplois et on génère du lien et on génère énormément de choses. Je voudrais revenir sur la thématique d'aujourd'hui, l'ESS face au Covid, parce que j'ai trouvé que les interventions de mes camarades de l'ESS, elles sont excellentes parce que malgré cette pandémie, on a tous mis en œuvre des solutions pour faire face malgré nos fermetures. Voilà, on utilise des outils virtuels. La friche a complètement changé sa façon d'accueillir les personnes avec une réelle mixité qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, puisque du coup, vu qu'il y avait moins de concerts pour les jeunes, ça a permis à plein de familles d'y aller et d'avoir des temps de détente. Donc, je trouvais que en effet, sur cette pandémie, entre l'Ardez qui propose des actions, entre la CRES où il y a tous les jours des visioconférences et des portraits sur les réseaux sociaux, la métropole, malgré la pandémie, il y a la SERD, donc la Semaine européenne de réduction des déchets, qui lance des tutoriels. Donc, je voudrais dire que on est quand même sacrément fort. Et moi, j'avais envie de complimenter tous ces acteurs de l'ESS dont Résiste, parce que oui, on a mis en place, on a fait face et on est toujours là et on résiste, hein, c'est le cas de le dire. Et voilà, donc je trouve que on est résilient, on accepte, on a tous hâte de trinquer ensemble et de s'embrasser et de s'enlacer. Mais en même temps, à chaque fois, on gère les mails Covid, on gère les dossiers financiers, on gère la trésorerie en se disant pourvu qu'on n'ait pas à licencier des personnes. Et on continue, on se bat. L'État a été très présent. Je reconnais quand même que l'État a vraiment, c'est pas partout dans tous les pays d'Europe. Moi, j'écoute régulièrement le téléphone sonne sur France Inter le soir et je peux vous assurer qu'il y a d'autres pays où ils n'ont pas toutes les aides que l'on a pour faire face à la pandémie. La métropole, la ville de Rouen. Donc voilà, je trouve qu'il y a eu une réelle implication de tous les acteurs, des collectivités et cette belle résilience qui fait que malgré tout, on a continué à travailler les uns avec les autres et à se coordonner les uns avec les autres. Donc voilà, c'était juste mon témoignage par rapport à cette thématique de ce soir. Merci Sophie. Évidemment, il y a des notes d'espoir, même si il ne faut pas non plus qu'on cache, et je sais que ce n'est pas ton cas, hein, mais je lisais une étude la semaine dernière où, alors là, je veux pas noircir la soirée, mais je lisais que 17% des Français pensaient au suicide. Et donc, on est vraiment quand même dans un contexte d'une société qui est en grande souffrance. J'ai un ami qui travaille à l'hôpital psychiatrique, ils n'ont jamais vu autant de monde et des gens des profils de personnes qu'ils ne voyaient jamais. Donc, on a évidemment cette nécessité d'être résilient pendant le Covid, mais je pense qu'on va on va avoir besoin d'être encore résilient encore plus quand cette pandémie sera derrière nous et il y aura
je pense qu'il y aura des dégâts dans la société. Et donc là, il faudra évidemment qu'on soit mobilisé. Alors, j'ai vu que Samuel Degentil demandait la parole, je vais lui donner, mais j'avais une question à poser à l'ensemble du réseau, c'est comment vous avez maintenu le lien avec vos adhérents, avec vos coopérateurs, avec toutes celles et tous ceux avec vos clients, comment vous avez maintenu ce lien-là et vous avez dû, j'imagine, aussi là essayer d'être un peu innovant. Donc voilà, la question est posée. Et là, je vois que Samuel Degentil a demandé la parole pour Tout en vélo et ensuite ce sera Simon Hugolin pour la friche Lucien. Donc Samuel, à toi la parole. Est-ce que tu veux que les gens répondent d'abord à la question que tu as posée ou Vous faites comme vous voulez, c'est la liberté totale. Après, marche. nous trouvons ensemble des cohérences et ayons en capacité évidemment de répondre aux questions. Ça marche. Non, mais je voulais à répondre aux questions. Ça marche. Moi, je voulais rebondir sur les propos de Sophie, sur le côté travailler ensemble, rebondir, s'adapter. Là, je prends ma casquette président de l'adresse Normandie, qui du coup travaille sur l'entrepreneuriat social et le développement des entreprises sociales en Normandie et sur la métropole. Et nous, on a vu, via ce réseau-là, on a mis en place sur le premier confinement principalement pas mal de webinaires toutes les semaines en soutien aux entrepreneurs sociaux. Là, je vois que dans la visio, il y a pas mal de gens qui font partie de ce réseau ou qui sont venus. Je vois Alain Gousseau de Solidarauto, Sophie et pour toi de Résiste, Cité Môme aussi, j'ai vu. Donc, il y a vraiment eu cette idée de… L'ESS est capable vraiment de travailler en réseau et de se structurer pour se soutenir dans des moments difficiles et pour faire le lien par rapport à des problématiques qu'on a tous connues en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié d'association, en tant que gérant de coopérative. Et ces échanges étaient vraiment riches. Et je remercie les acteurs qui étaient là, qui y ont participé. Et voilà, il y avait vraiment cette idée-là que l'ESS aussi sait faire réseau et est vraiment en coopération constante avec des échanges et une véritable volonté d'avancer malgré le contexte et qu'on en sortira plus fort grâce à ça. Merci Samuel. Je passe la parole à Simon pour la friche Lucien. Alors pour moi, je vais répondre à la question, tout simplement. Bien, Simon. Hey. Donc nous, c'est vraiment une question qu'on s'est posée énormément. Cet aspect de maintenir un lien, notamment après notre fermeture, on avait comme un goût de trop peu avec nos 2 mois qu'on s'est fait voler au printemps. Donc on a vraiment voulu continuer d'entretenir ce lien. Donc le deuxième confinement arrivant, on a essayé de concentrer au sein d'un pack qu'on a appelé pack de survie, mais qu'on a appelé aussi Lucien chez vous, un concentré de la friche, donc quelque chose un peu pluridisciplinaire qui rassemble aussi bien ce qu'on aime manger, ce qu'on aime boire, mais aussi ce qu'on aime écouter avec des playlists, aussi le style de vie qu'on prône avec des activités zen pour essayer d'avoir un lien tenu et à la fois pour nous, pour notre morale, qui n'était pas au beau fixe forcément à ce moment-là, donc je parle du début du deuxième confinement, que pour les gens qui nous entouraient. Effectivement, on est assez sensible à cette question de la déprime ou de la morosité, tout simplement, qui s'est fait énormément sentir durant le deuxième confinement. À notre avis, disons que le combo hiver plus confinement ne fait pas bon ménage. Enfin, en tout cas, celui printemps-confinement ne faisait pas du tout bon ménage, mais le hiver-confinement ne marche pas non plus, on va dire. Donc voilà, donc on a essayé vraiment d'être présent à notre échelle chez les gens pour leur faire penser à autre chose. Voilà, tout simplement. Donc, c'était une réaction un peu spontanée à cette situation. Non, mais on a une capacité à faire le lien social et c'est pas que du discours. C'est aussi pour ça que je posais la question parce que je sais que vous l'avez fait et donc c'est important de le dire. Alors, j'ai plusieurs questions. Je vois. Alors, j'ai une question de iPhone. La personne ne s'est pas renommée. Je suis désolé, je ne veux pas faire de publicité, mais je pose tout de même la question. Peut-être que c'est une question
pour toi, Sileman, la plateforme des créateurs virtuels sera-t-elle la même que celle présentée par l'ARDES ou l'adresse? Non, il y a les deux. Donc, par l'ARDES, ou à mon avis, c'est l'ARDES. Et je souhaitais savoir si le site fait, alors il manque des mots, s'il y a des courses locales. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question? Peut-être Sileman ou. Et donc, avant de passer la parole à Sileman, j'indique que Abdelkrim Marchani a demandé la parole ainsi qu'Alain Gousseau. Voilà. Donc, peut-être un élément de réponse, Sileman, à cette question. Est-ce qu'elle est claire? Si on peut aussi demander à la personne qui l'a écrite à l'écrit de prendre la parole. Mais si c'est clair pour toi, je te laisse la parole. Oui, elle est tout à fait claire, hein. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir exactement la réponse parce que je ne connais pas l'opérateur qui met en place le marché de l'Ardès. Et je ne crois pas que ce soit le même, puisque le marché des créateurs normands, comme je le disais tout à l'heure, il a été fait à la demande de la ville par la plateforme collaborative et gratuite qui s'appelle fermecourses.fr et dont je regarde Fabien. Mais je ne crois pas que l'Ardès passe par le même opérateur. Donc le site, il sera opérationnel, j'espère pas dire de bêtises, vendredi. Et on est proche de la très grande majorité d'opérateurs locaux, hein, puisque c'était ce que nous, on avait mis un peu pompeusement des créateurs labellisés ville, et donc qui correspondaient effectivement un cahier des charges très précis, à savoir circuit court, producteurs locaux. Mais Fabien vous a mis tout le descriptif, alors il faut juste peut-être remonter un petit peu la discussion, mais il vous a mis le lien dans l'espace de chat, et vous pouvez juste cliquer, vous allez voir, il y a la page du site de la ville, où il y a déjà la liste de tous les créateurs normands qui seront sur le site du marché des créateurs. Ok, alors, pour rester et respecter notre souhait collectif de répondre à la question, je vais, avant de donner la parole à Abdelkrim Marchani, je vais donner la parole à Julie Courtet qui a peut-être des éléments de réponse par rapport à cette question du marché qui vient d'être posée. À toi, Julie. Après, c'est Abdelkrim. Oui, alors nous, c'est juste pour préciser, nous, ce sera une plateforme qui sera une forme de répertoire des structures de l'ESS, mais il n'y aura rien à vendre en ligne dessus. Il y a des structures les structures de l'ESS ont été invitées à se joindre au marché de Noël virtuel de la ville. Donc, effectivement, il y a Saveurs d'Afrique qui y participe, mais nous, ce sera comme un répertoire. Il faut le voir comme ça. Très bien, merci Julie. Abdelkrim Marchani, tu voulais prendre la parole. Oui, j'ai une remarque, une question. La remarque, ce que disait Simon est très important. Je crois que c'était Sophie aussi qui reprenait le côté psychologique dans cette crise et l'entraide. Et je trouve que justement la force de l'ESS, du fait de, pas forcément à 100%, mais il y a quand même une certaine bienveillance qu'on peut peut-être pas trouver au même niveau dans une économie plus traditionnelle. Donc ça a été, je pense, un atout. À tel point que même dans ce qu'on appelle l'économie traditionnelle, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ça s'est vu et ça s'est développé. Les filières, par exemple, ont beaucoup travaillé avec les entreprises pour savoir comment elles vont, etc. Parce que c'est déjà ce soutien psychologique, même en temps de hors crise, on en a besoin pour pouvoir avancer quand on est entrepreneur. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais qu'en plus, en période de crise, et il a raison, Simon, de dire que c'est important de pouvoir échanger, dire où t'en es, comment vous faites. Ce partage-là fait beaucoup de bien et ces réseaux qui sont développés permettent ça. Et ça, je pense que c'est un facteur essentiel de la résilience, c'est que de pouvoir échanger, partager les bonnes, mauvaises pratiques. Donc ça, c'était sur une remarque parce que ça me paraît important que ce soit maintenu et voir comment on peut encore mieux l'organiser. Et ça m'amène sur ma deuxième question. Là, il nous reste plus beaucoup de temps, mais si je devais, moi, repartir en tant que vice-président en charge de l'économie, j'aimerais vraiment savoir, ça serait quoi une réussite de mandat pour vous sur votre territoire, que ce soit à l'échelle de la ville ou de la métropole, ça serait quoi une réussite d'un mandat sur l'économie sociale et solidaire pour vous? Si vous pouviez vraiment, mais de manière très simple, cash, quitte à ce qu'on se redonne derrière un échange, mais vraiment de manière très cash, moi, je n'ai pas besoin
36 phrases avec 50 000 guirlandes, qu'on se dise les choses cash. Voilà ce qu'il nous faut, voilà ce qui nous manque, ça se passe comme ça ailleurs, chez nous ça manque, voilà. Si on pouvait avoir ça, ça serait top. Merci, merci Abdelkrim. Effectivement, on a encore un quart d'heure de débat, mais on se fixe tous comme objectif de répondre aux questions. Et donc, avant de passer la parole à Alain, je vois une question sur le chat de José qui nous demande quels sont les liens avec la conférence régionale de l'économie sociale et solidaire qui a lieu le 23 novembre. Eh bien, tout simplement, José, c'est le rendez-vous ESS annuel qui est organisé par la région. Et donc, nous y participons en tant qu'élus et un certain nombre de structures se déplacent aussi. C'est souvent, les 2 dernières années, c'était à Caen. Cette année, je n'ai pas pu y aller, mais les 2 années précédentes, j'étais présent. Donc, c'est le moment ESS public de la région Normandie. Voilà, donc je peux passer maintenant la parole à Alain Gousseau, qui représente Solidarauto et qui peut bien entendu, en 2-3 mots, présenter sa structure et faire son intervention ou poser la question en toute liberté. À toi, Alain. Merci Stéphane. Donc Alain Gousseau, président du garage solidaire Solidarauto Rouen Métropole, qui a 3 services, un service vente de véhicules d'occasion, un service réparation entretien et un service location pour des personnes qui nous sont soit prescrites par des travailleurs sociaux ou des conseillers Pôle emploi ou des structures d'insertion par l'économique, soit pour les services réparation et location parce qu'ils ont un quotient familial inférieur à 700. Il va falloir d'ailleurs qu'on trouve des solutions parce que vu le nombre de gens qui s'adressent à nous pour les réparations, parce qu'ils ont un quotient familial moyen en 2019 de 219 €, c'est dire la faiblesse des ressources des personnes qui viennent au garage. Moi, j'avais 2 interventions un peu coordonnées à faire. Une première, c'est on oublie tout de même que dans cette crise, les gens qui étaient déjà dans des situations fragiles ont encore plus perdu pied. Nous, on l'a constaté très fortement au garage, des gens qui avaient mis quelques économies pour essayer d'acheter un véhicule d'occasion dont ils avaient besoin parce qu'ils travaillent en horaire décalé, les transports en commun ne correspondent pas à leurs horaires et qui, du jour au lendemain, ont perdu leur travail et du coup, pour lequel les projets se sont arrêtés d'un seul coup, d'un seul. Parce que les ressources, elles ont été happées par d'autres besoins dits essentiels, alors que l'achat de cette voiture aurait permis à ces personnes de continuer à travailler. Et je sais qu'on abordera cette question dans la conférence je crois, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse attention, nous, acteurs de l'ESS, de ne jamais perdre de vue cette situation de gens qui, à cause du Covid, se retrouvent dans une situation beaucoup plus précaire qu'ils n'étaient auparavant. Voilà, et peut-être pour répondre à Abdelkrim Marciani, oui, nous sommes des acteurs économiques. J'en suis intimement persuadé pour avoir fait fonctionner plusieurs entreprises sociales et solidaires, à commencer par la veille, avoir aidé au montage du Bon Créneau, avoir participé avec Sophie à Résist. Oui, nous sommes des acteurs économiques. Le problème, c'est que dans la tête des élus, mais aussi dans l'administration française, les acteurs économiques qui entreprennent sous le statut associatif ne sont pas considérés comme des acteurs économiques. Je vais en prendre un tout petit exemple par rapport à votre programme de la métropole. Dans le paragraphe sur les associations, voilà, j'ai eu quelques éclaircissements lors du dernier conseil local de défense économique. Mais quand je lis après ça, accélérer le travail dans les TPE et les PME. Je connais une association qui a fait une demande pour être aidée par rapport à l'aide prévue par la métropole. Et on lui a répondu, ben non, vous êtes une association, vous n'êtes pas une TPE et une PME. Et le problème auquel on se trouve confronté, alors là, de façon un peu juridique, pour avoir travaillé beaucoup cette question-là, c'est qu'en fait, les associations n'ont que très peu de fonds propres
et donc ne sont pas considérés comme des acteurs économiques. La deuxième chose, c'est qu'ils sont avec un président et quand ils en ont les moyens, un directeur, et qu'en fait, cette double responsabilité dans l'association qui fait la force de l'association, son pouvoir démocratique, est complètement dévalorisée par les gens qui veulent prendre des risques avec nous par rapport à ça, parce qu'ils disent si vous avez un président, mais ce n'est pas lui qui dirige, voilà. Or, si on regarde bien les statuts d'une SAS, il y a bien un président et il y a bien un directeur. Donc voilà, s'il y a un mandat dans lequel vous pouvez faire avancer des choses par rapport à ça, je trouve que ça nous aiderait diablement pour permettre, voilà. Et pourquoi, peut-être terminer là-dessus, pourquoi Solidaire Auto est sous statut associatif? C'est pour permettre, j'allais dire, aux gens qui s'adressent à nous d'avoir des conditions préférentielles, puisqu'on a demandé à être exonéré de la TVA, ce qui permet effectivement, j'allais dire, à personne qui s'adresse au garage d'avoir des tarifs, j'allais dire, sans TVA pour tout ce qui est la main-d'œuvre. Donc, c'est des choix, j'allais dire, par rapport à des objectifs sociaux. Et voilà, comment on peut réussir petit à petit à comprendre que ce statut associatif qui fait vivre des entreprises économiques, sociales et solidaires peut être reconnu, j'allais dire, au même titre que les statuts à capitaux. Eh bien, ça prouve, Alain, qu'on a encore beaucoup de travail. C'est évidemment mon objectif depuis 2014, mais je me suis parfois senti seul, effectivement, et pas toujours soutenu par d'autres collègues élus, quel que soit le bord politique. Une petite anecdote, à chaque fois que j'intervenais pour défendre une délibération autour de l'économie sociale et solidaire à la ville de Rouen, eh bien, j'avais des élus honnêtement plutôt situés au centre droit qui m'expliquait que définitivement l'ESS n'était pas spécialement une vraie économie. Je peux évidemment témoigner de tout ça avec les comptes rendus des conseils municipaux et ça m'énervait un peu, mais je considérais effectivement qu'il y avait un travail de conviction et d'explication et donc de lisibilité et donc il est urgent évidemment de convaincre tous nos collègues que l'économie sociale et solidaire, c'est une vraie économie qui crée de l'emploi local et qui répond à de nouveaux besoins. Et donc là, j'ai plusieurs demandes de parole. Alors attention, hein, il est 19h52. Nous avons, chers collègues, chers amis, encore 4 webinaires à venir. Donc, on ne va pas mettre toutes les questions dans le premier. Donc, j'ai comme demande de parole dans une intervention courte et je serai le maître du temps, ce n'est pas 1 minute, c'est 1 minute maximum. Donc, il y a Clément qui voulait prendre la parole, il y a Simon et j'ai Julie et là, je vois aussi qu'il y a Samuel. Donc, je vous propose que nous arrêtions avec ces 4 questions et je ferai évidemment la publicité pour les webinaires à venir puisqu'on a encore 4 soirées de débat possibles pour répondre à toutes les questions. Et je vois que Arnaud Dalle est arrivé. Et je suis vraiment désolé, Arnaud, pour présenter Léo à table, mais on m'a expliqué, Fabien m'a expliqué que tu avais eu un problème technique et comme ta structure sera aussi présente vendredi soir autour de l'alimentation, vous aurez évidemment un temps de parole, mais de toute façon, tous les jours, vous êtes toutes et tous invités pour participer aux différents débats qui vont avoir lieu. Donc, évidemment, Léo à table aura la parole et je regrette ce problème technique, mais c'est la vie, je pense que tu le regrettes le premier. Donc, je donne la parole à Samuel, à Clément, 1 minute et on va essayer de tenir le timing jusqu'à 20h. Merci à vous. Clément. Ben, je vais être très rapide, donc ce n'est pas une question mais une réponse directe à Abdelkrim, qui
qui demandait ce dont on avait besoin. Je pense et je crois savoir qu'on est plusieurs structures à avoir besoin d'un lieu commun. Et voilà, je pense que ce sera peut-être dit par d'autres et je ne vais pas m'étaler, mais c'est fou qu'une métropole comme Rouen n'ait pas encore son lieu de vie commun pour les structures de l'ESS. On arrive malgré tout à faire beaucoup de choses ensemble. Je pense qu'on fera d'autant plus de plus grandes et de plus belles choses si on a un lieu sur lequel on peut échanger surtout et aussi mutualiser tout un tas d'outils. Ça nous permettra d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus ouverts sur tout ce qui se passe autour de nous. Et voilà. Merci Clément. Donc, je précise que la nécessité de monter une maison de l'ESS ou un lieu de l'ESS, c'est quelque chose qui est repéré par le secteur depuis maintenant plusieurs années, que ça faisait partie de notre programme électoral. Donc, on a donc du travail et donc il sera évidemment nécessaire de travailler collectivement à l'émergence d'un lieu qui nous rassemble sur notre territoire. Alors, je passe la parole. Alors, une fois que vous avez pris la parole, vous pouvez enlever la petite main comme ça, on progresse. Et donc, Clément, voilà, tu peux enlever. Simon Hugolin pour la friche Lucien. Oui, j'allais exactement réagir sur ce manque de lieu, mais qui répond aussi, à mon avis, aux problématiques d'Alain et du fait de ne pas considérer l'association comme une structure entrepreneuriale. Un lieu permettrait de mieux représenter la variété de parcours de SS possible, du plus entrepreneurial au plus social. Donc, c'est effectivement, à mon avis, hyper important et c'est, à mon avis, important d'être ambitieux dans la construction de ce lieu. Que ce ne soit pas une simple, entre guillemets, maison des associations, ce qui pourrait s'apparenter à une maison des associations. On a un territoire qui est richissime en structure ESS, qui est innovant, et donc du coup, cette maison de l'ESS devrait, à mon avis, être aussi innovante et aussi, innovante que le territoire l'est dans ses différents parcours. Voilà. Je reste court. Je suis heureux de vous entendre. Ce n'était pas téléguidé, c'est au moins un moyen de montrer à mes collègues élus qu'il y a une vraie demande de lieux SS. Et donc, chers collègues, on a du travail. J'ai vu Sophie, je t'autoriserai ainsi qu'alors, si vous voulez, à prendre la parole, mais en respectant un temps très court. Donc, Julie, Samuel, Sophie et Laure, et on en termine là pour ce soir et je ferai la publicité des webinaires à venir. Alors, Julie. Alors oui, moi, je vais me faire la porte-parole de l'économie solidaire. Donc, nous, ce qu'on aimerait dans l'exemplarité de cette mandature, c'est que vraiment la diversité de l'ESS soit représentée dans les politiques publiques et notamment celles qui sont peut-être moins marchandes ou non marchandes et qui souvent s'adressent aux plus précaires. Les initiatives citoyennes, notamment, qui ont su faire preuve de réactivité pendant le premier confinement parce que c'est elles qui sont venues en aide aux plus démunis. Et notamment parce que ces initiatives intéressent moins la politique publique régionale et l'État. Donc, c'est important qu'elles soient soutenues par les collectivités. Et du coup, je pense que le travail qui est amorcé de mettre plusieurs acteurs autour de la table, comme on a pu le faire pour organiser ces webinaires, est vraiment à faire perdurer et pour mettre en avant les coopérations qu'on peut mettre en œuvre. Et enfin, nous, on a pu créer une maison des solidarités à Caen qui réunit plusieurs structures de l'ESS et que du coup, si c'est un modèle qui peut être inspirant pour ce futur lieu à Rouen, on est là en ressources dans tous les cas. Voilà. Pardon, Julie, mais c'est une maison de l'ESS que vous avez réussi à créer à Caen? Une maison, alors on l'a nommée Maison des solidarités pour la différencier d'une maison des associations classiques. Et elle réunit plusieurs structures régionales de l'ESS comme Terre de Liens Normandie, Normandie Équitable, l'Ardès et également une association de promotion de l'éco-construction. Et voilà, on est en centre-ville de Caen. Avec des moyens mutualisés entre les différentes structures, c'est ça? C'est ça, exactement. Et l'engagement des institutions, oui, c'est un sujet, c'est un projet qu'on connaît, que je connais bien aussi. Et effectivement, on a affaire sur notre territoire et il y a un réseau qui en témoigne là ce soir.
Je passe la parole à Samuel, puis à Sophie, et on va tenir notre timing. Ces deux interventions très courtes, hein. Oui, très rapidement. Du coup, il y a deux choses que je vois par rapport à la question d'Abdelkrim Marchani. Il y a la question de réussir de travailler avec la métropole. C'est très compliqué pour plein de structures ESS d'arriver à travailler concrètement avec la métropole. Là, je vois Résiste, je pense à Terraléo, je pense à plein de choses. On a eu de gros blocages. Moi, ça fait 4 ans que sur Tout en vélo, j'essaie de travailler sur les encombrants, la collecte des encombrants à vélo, ce qui se fait depuis des années à Rennes, à Bordeaux ou dans plein de villes, et c'est impossible ici. La métropole de Rouen, il y a un gros souci, très clairement, pour travailler avec. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il y a un vrai blocage. Il n'y a pas de transversalité, il y a plein de blocages, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc il y a ça, et je rejoins mes collègues sur le lieu. Par exemple, au Havre, il y a une grosse dynamique ESS en ce moment parce qu'il y a un lieu un peu phare qui s'appelle le Hangar Zéro qui a émergé. Et du coup, il y a plein de porteurs de projets qui y sont passés et plein de nouvelles initiatives qui émergent actuellement qui sont passées par ce lieu-là. Donc, ça veut donc trouver les moyens d'avoir un lieu, de trouver un peu une locomotive, un moteur qui permet à d'autres projets d'émerger par la suite. C'est intéressant et ça fait vraiment des résultats. Je pense aussi aux Écosolises à Nantes qui existent, où c'est un super lieu autour de l'ESS. Enfin, il y a des exemples partout et sur la métropole, on est assez pauvre là-dessus et du coup, il y a vraiment un travail là-dessus. Ouais. Merci. Alors, Sophie et Laure pour… Ouais. Je vais essayer d'être rapide, mais bon, je voulais répondre… je voulais répondre déjà à la question de Stéphane. C'était par rapport à l'ESS face au Covid, avec des salariés en insertion qui sont déjà en grande précarité parce que c'est des petits contrats et donc il faut maintenir le lien. C'est des groupes WhatsApp, c'est des coups de téléphone, c'est du chômage et du temps travaillé. C'est une CIP qui est présente. Après, là, sur ce qui vient d'être dit et échangé par rapport à ce qu'a dit Abdelkrim, une maison de solidarité avec 4 structures qui ont besoin juste d'un bureau, c'est possible. Mais une ressourcerie, un garage solidaire, une friche Lucien, un tout en vélo, c'est des centaines et des centaines de mètres carrés. Une ressourcerie, c'est 3000 mètres carrés. Un garage solidaire, c'est 2000 mètres carrés. Tout en vélo, c'est 500 mètres carrés. Friche Lucien, c'est 4000 mètres carrés. Donc, c'est aussi l'envergure des projets et ce qu'on met derrière les projets. Moi, je peux pas être dans une maison des solidarités. J'ai besoin de 2000 mètres carrés. Donc, voilà, il y avait un gros projet avec le projet Data, transculturel artistique, où il y avait peut-être possibilité d'avoir une boutique de 1000 mètres carrés. Je suis sur une métropole de 500 000 habitants et je reviens sur ce qui a été dit. C'est vrai que l'ancien président de la métropole, c'était très compliqué de travailler avec lui et la question de l'environnement et des ressourceries n'était pas sa préoccupation première. Donc, d'où aussi peut-être la problématique de collecte d'encombrants à vélo comme nous, de collecte d'encombrants. Là, maintenant, ça va être mis en place avec la métropole et la nouvelle configuration du conseil communautaire. Mais on peut pas faire une maison des solidarités avec 4 bureaux. On a tous des projets innovants, des projets d'aérogommage, des projets de création d'emplois, des projets de réparation sur les déchets électriques et électroniques, des projets de faire des choses avec des vélos, avec des guidolines, etc., etc. Voilà, on n'est pas des start-up nation, on est des entrepreneurs, on crée des emplois, on est dans l'économie et voilà, moi je suis pas une start-up nation, quoi. Alors, Laure, et on conclura notre premier débat. Et je vous rappelle qu'il y en a 4 à venir. Laure. Bon, alors moi, je suis ravie parce que je pense que je vais pouvoir faire presque avant toi, Stéphane, une mini-conclusion. Non, moi, ce que je proposais à Abdelkrim, c'est peut-être de réviser le plan, et à toi, Stéphane, du coup, le fait de réviser la politique publique ESS avec le plan d'action de la métropole, qui, de mon point de vue, il me semble, ne l'a pas été depuis plusieurs années. Une nouvelle mandature, c'est peut-être l'occasion de reco-construire, de réactualiser un plan d'action ESS qui permettrait de répondre à tous les points qu'on vient d'évoquer, à savoir faire de la transversalité, comment, quel partenariat avec la collectivité territoriale, quelles actions pour les acteurs et quels leviers de soutien. Je pense que… Merci à toi, Laure. C'est évidemment… quelque chose qui est validé, donc je vous l'annonce, c'est validé par Nicolas Meyer-Rossignol qui
qui est engagé dans l'économie sociale et solidaire. On s'est rencontré avec Abdelkrim Marchani au niveau de la métropole sur ce sujet. Je veux préciser qu'en fait, c'est le Covid qui a un peu perturbé le lancement de ce travail, mais ce qui est validé, c'est de travailler à une feuille de route collectivement. Initialement, moi, j'aurais voulu qu'on se fasse une journée, 2 journées. On appelle ça les journées de l'ESS à la métropole, et on débat avec différentes tables rondes pour coélaborer cette politique ESS. Donc, c'est notre volonté politique qui est tout à fait assumée, revendiquée. Le Covid a un peu décalé les choses, donc je pense qu'on sera plutôt sur un début janvier probablement, pour que nous travaillions ensemble cette politique ESS et finalement de faire aussi, alors la politique ESS sur la ville de Rouen, il y a évidemment des défauts, hein, mais je pense que ce qui a été réussi, c'est de maintenir un collectif qui, durant toutes ces années, à travailler ensemble. Et on en est la preuve ce soir. C'est ce qui nous a, et Sophie l'a précisé dans le fil de la discussion, c'est ce qui nous a permis d'être plutôt réactifs et de continuer ce travail en temps de Covid. Et donc, on a évidemment une feuille de route à réactualiser sur la ville de Rouen, et on a à le faire à l'échelle de la métropole pour qu'effectivement l'économie sociale et solidaire puisse émerger de manière structurelle, avec un niveau beaucoup plus important que ce qu'on a connu jusqu'alors, et on le voit là, avec une demande massive, hein, du réseau ESS qui a de l'expérience, qui a des arguments et une capacité à convaincre. Et je sais que l'équipe municipale et métropolitaine veut travailler dans ce sens-là. Et donc, il nous faudra bien entendu des moyens, un budget à l'échelle de la métropole. Et donc, tout ça, moi, je vous propose qu'on le travaille ensemble, qu'on réunisse un groupe de travail et qu'on élabore des propositions. Mais ça a été validé, hein, par le président de la métropole. Donc, nous n'avons plus qu'à. Nous sommes le 30 novembre. Est-ce qu'on peut faire un groupe de travail avant Noël? Pourquoi pas? Ce serait un premier, mais je pense que nos agendas sont tous déjà extrêmement pris. En tous les cas, c'est à partir de janvier, évidemment, ce travail que nous vous proposons avec mes collègues. Donc, je vous propose de terminer, puisqu'il y avait 1 heure, c'était 20 heures, il est 20h07, mais finalement, nous sommes plutôt bons élèves, on respecte à peu près qui est prévu, pour vous inviter évidemment demain, mardi 1er décembre 2020, à 18h30, pour évidemment continuer à discuter du sujet qui est le nôtre, le rôle de l'ESS dans notre société. Et la thématique, c'est l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. On a déjà commencé, c'était une idée initiale de la CRES. Et donc seront présents la CRES, la SCOP 276, l'adresse, qui évoqueront cette thématique. Évidemment, je vous invite à poursuivre le débat de ce soir, qui je trouve a été très riche, ce qui veut dire qu'il y a une envie. Et donc, je peux d'ores et déjà vous annoncer évidemment le webinaire du mercredi 2 décembre, hein, avec cette problématique qui a été notamment proposée par Alain, mais validé par tout le monde, hein, le rôle de l'ESS dans la... c'était parce qu'il y a eu un changement d'agenda. Donc, mercredi, c'est le rôle de l'ESS dans la réduction des déchets, et c'est la ressourcerie qui a proposé ce débat-là. Et donc, je vais enchaîner, hein, les 2 autres. Jeudi, quelle réponse l'ESS apporte à l'isolement des personnes? C'est là cette thématique qui avait été proposée par Alain Gousseau, et il y aura la présence de ma collègue Caroline Dutartre, adjointe au maire chargée des solidarités, Joël Bordet, qui est psychosociologue, Daniel Boutout, qui représente le Secours populaire, et Patrick Lepage, qui représente l'abeille. Et le dernier débat, de la fourche à l'assiette pour une sécurité sociale de l'alimentation. Ça a été proposé par le réseau des AMAP. Et donc, initialement, ça devait être une conférence gesticulée.
donc évidemment qui a été annulé. Donc il y aura un petit peu de conférences gesticulées, vous verrez sur. Je ne maîtrise pas l'aspect technique, mais c'est Mathieu Dalmec qui sera présent, qui est connu dans le réseau et qui fait ça très bien, qui est ingénieur et qui intervient sur cette thématique de la sécurité sociale de l'alimentation. Benoît Leclerc pour le réseau des AMAP, Grégory Lamarre pour Intermed Emploi, ils pourront nous proposer ce qu'ils défendent sur cette thématique. Et mes collègues Jean-Michel Bérégovoy, qui est adjoint en charge de la résilience et de la transition énergétique, et Yves Sauré, qui représente la métropole sur l'alimentation et les circuits courts. Voilà. Donc vraiment, je vous remercie pour ce premier débat. Il y en a donc 4 à venir. Merci à vous tous. Prenez soin de vous et donc à demain. Et là, normalement, on lance le générique, mais je n'ai pas de générique. Salut à tous. Une chanson, Stéphane, une chanson. Une chanson. Bonsoir à tous. Je ne l'ai pas préparée. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.